Alex, c'est un camarade qui est journaliste sur le site Investigation, que vous connaissez peut-être, avec Michel Collomb, qui est d'origine espagnole et on le présenterait comme un expert du Venezuela s'il passait à la télévision ici, parce qu'il s'intéresse à la question depuis plusieurs années. Tu es allé au moins 4 fois sur place, donc tu connais un certain nombre de personnes. Je pense même que tu as serré la louche à Maduro, non? Oui. Donc peut-être tu es bien placé pour répondre à pourquoi il y a, tu vois, le côté pourquoi est-ce que le régime chaviste, comme ils disent dans les médias, ils disent toujours régime quand ils accusent ça d'être dictatorial, mais enfin pourquoi c'est si résistant, c'est pas si facile de déstabiliser après tout ce qu'on leur a fait, quoi. Oui. Donc en fait, disons que le problème c'est qu'on est confronté à une vision sur le... Tu peux te tourner vers les camarades. En fait, on a une vision sur le Venezuela qui ne date pas d'hier. Alors nous avons déjà une chronologie ces derniers mois, ces dernières années, où il y a eu plusieurs cycles de violences. Donc la dernière, à l'heure actuelle, nous sommes dans une accélération de cette tentative de coup d'État qui est en fait, elle est menée de façon très ouverte. Donc nous avons au mois de janvier, le 23 janvier, l'autoproclamation d'un opposant qui n'était connu de personne à l'époque. Au moment où Maduro il avait pris ses fonctions pour son nouveau mandat présidentiel. Donc en fait, le problème c'est que nous avons déjà une lecture de ce qui se passe au Venezuela. Je ne parle pas pour ceux qui connaissent un peu, mais je parle pour la plupart des gens, qui est très caricatural. Alors nous allons entendre des horreurs. Nous allons toujours penser que le Venezuela, c'est le pire endroit du monde. Donc c'est une idée qui est fabriquée déjà dans notre tête. Et donc, avec des concepts comme crise humanitaire. Alors, si on va au Venezuela et qu'on a visité d'autres pays dans le monde, on pourra constater que ce n'est pas l'Éthiopie. Ce n'est pas un pays qui connaît une famine avec une extrême pauvreté dans la rue. Parmi les politiques sociales qui ont été faites ces dernières années, nous avons eu la construction de plus de 2 millions de logements sociaux. Donc, il y a un certain nombre de droits sociaux qui ont été garantis et qui sont réellement mis en place au-delà du fait que ça se trouve écrit dans la Constitution. Alors, il faut savoir que donc, cette révolution bolivarienne, elle est née d'une révolte profonde à la fin des années 80. C'est le premier endroit en Amérique latine, et je ne sais pas s'il y a d'autres exemples dans le monde, où il y a eu une révolte d'une telle ampleur contre les politiques du FMI. Donc il y a eu ce qu'on appelle le Caracazo, c'est-à-dire une révolte populaire très forte, parce que le gouvernement socialiste de l'époque, il a voulu augmenter le prix de l'essence dans un pays qui est parmi les producteurs du pétrole très important. Donc la population est sortie dans la rue et en fait, le gouvernement a écrasé dans le sang la population de façon très brutale. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Et tous les gouvernements socialistes de l'époque, parce que la social-démocratie était très bien vue, donc à cette époque-là, c'était encore respectable, n'ont pas ouvert sa bouche. Et donc, ce qui a créé les conditions, ce massacre, pour un réveil, on va dire, de la population, une prise de conscience très forte, et surtout un coup d'État progressiste mené par un militaire qui étudiait dans des cercles de réflexion depuis des années
qui préparait éventuellement une entrée en politique, et qui s'appelait Hugo Chavez. C'était quelqu'un qui étudiait vraiment les pères de l'indépendance en Amérique latine, étudiait les textes de Simón Bolívar et d'autres figures historiques de la libération d'Amérique latine. Et surtout, c'était quelqu'un qui a voulu mettre en pratique aussi ça. Et donc, c'était un Don Quichotte des temps modernes, parce qu'il faut être un peu fou pour faire ça. C'est-à-dire prendre le risque, en tant que militaire, de faire une révolte. Il y a eu des morts. Lui, il a été emprisonné. Et lorsqu'il a été en prison, il a pu mesurer le soutien populaire que son action avait déclenché, en fait. Donc il est resté quelques années en prison. Il a eu une amnistie. Et ces années-là, les années 90, c'était aussi à ces moments-là beaucoup d'instabilité en Amérique latine. Plusieurs gouvernements en Équateur, dans d'autres pays, se voyaient en difficulté. Et donc il s'est lancé en tant que candidat présidentiel. Il a gagné les élections en 1999 et tout de suite il a lancé une première assemblée constituante, parce qu'il ne faut pas voir la caricature qu'on a fait de Hugo Chavez, c'est-à-dire un caudillo, un dictateur. En fait, il était quelqu'un qui avait dit à l'inauguration de l'assemblée constituante que le véritable moteur de l'histoire était le peuple et qu'il n'y avait pas d'homme providentiel. Donc c'était ses propres mots. Au moment où il permettait pour la première fois au peuple, dans toutes ses composantes, pour la première fois on avait les représentants des communautés indiennes, tous les citoyens dans sa diversité, pour rédiger cette constitution, et donc avec tous ces droits sociaux qui ont été mis en place ensuite. Donc Chavez, il a eu une tentative de coup d'État en 2002, et parmi ces acteurs, c'est Leopoldo López, qui est aujourd'hui revenu sur la scène, et d'autres. On va dire que plusieurs des participants au coup d'État contre Chavez sont toujours en train de conspirer pour renverser le gouvernement de Maduro. Mais disons que c'est important de voir les choses un peu dans sa perspective plus longue, parce que ce qu'incarne le gouvernement aujourd'hui, c'est aussi une tradition politique d'indépendance. Nous avons un peuple qui est fier de ce qu'il a réussi à faire. Il y a une identification avec les valeurs de cette révolution, et il ne faut pas nier qu'il y ait des problèmes. Et en réalité, pour celui qui écoute le discours du gouvernement, il y a tout le temps des références à des critiques nécessaires et des propositions de changement. C'est-à-dire, hier, 1er mai, Maduro a fait un discours dans lequel il convoquait en fait les instances et disons les différents acteurs du gouvernement, mais aussi de la société, à faire des critiques et des propositions pour changer de politique pour les erreurs qui ont pu être commises au niveau de la politique économique. Mais disons que il y a une tâche énorme qui est à faire, c'est-à-dire de désactiver ce schéma mental de beaucoup de personnes pour qui c'est confortable de se dire il y a un loup méchant, il y a un pays qui est en état paria, qui est un pays où on peut l'utiliser comme un épouvantail. En réalité, le Venezuela est utilisé comme un épouvantail dans toutes les élections en Europe depuis quelques années, parce que, en réalité, paradoxalement,
c'est une référence pour le peuple du monde entier. Si vous allez en Palestine, vous allez trouver des affiches de Chavez. Et le peuple d'Amérique latine continue à s'inspirer du processus au Venezuela. Et je pense que c'est important donc de sortir de ce regard eurocentré. Donc pourquoi aussi, par rapport à la question pourquoi ce gouvernement il est difficile à renverser, parce qu'on voit plusieurs tentatives ces dernières années, l'opposition il lance à chaque fois les gens dans la rue pour créer des violences. Et il y a eu plusieurs cycles de violence en 2014, en 2017, avec plusieurs centaines de blessés et des dizaines de morts à chaque fois. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est des limites à cette stratégie et de plus en plus des appels presque quotidiens des hauts fonctionnaires des États-Unis, en fait, l'administration Trump, Bolton et Trump lui-même et d'autres, réellement pour intervenir militairement. Alors c'est important de prendre au sérieux cette menace pour ce que ça pourrait impliquer, c'est-à-dire dans la région et dans le monde. C'est ce que les États-Unis pourraient faire, c'est, comme on l'a vu, essayer de créer des zones hors de contrôle, c'est-à-dire que le gouvernement ne pourrait plus contrôler ces zones parce qu'il y aurait des mercenaires qui contrôleraient certaines régions du pays. On a eu une tentative déjà d'attaque à une caserne militaire au mois de janvier. Et donc, ça serait terrible. Donc aujourd'hui, on va nous dire oh, oui, mais au Venezuela, il y a beaucoup de problèmes, donc il faudrait un changement de gouvernement. Mais il y a eu des élections l'année dernière. Alors, ce n'est pas parce que le Parlement européen n'a pas voulu les reconnaître avant même qu'elles aient eu lieu qu'il faut revenir en arrière. Ce n'est pas possible, il faut respecter le gouvernement élu. Donc voilà, je pense que c'est par rapport à la question des migrations, il y a des Vénézuéliens à l'étranger. Les chiffres sont, selon l'ONU, environ 3 millions de Vénézuéliens à l'étranger. Alors je voudrais juste, pour pouvoir faire une comparaison, il y a 2,5 millions d'Espagnols migrants également, sur une population de 46 millions. Il y a 2,3 millions de Portugais qui sont aussi des migrants, surtout en Europe. Mais aussi, c'est important qu'au Venezuela, ces dernières années, il y a eu 6 millions de Colombiens intégrés parfaitement dans la société vénézuélienne. Alors, des Espagnols aussi, non? Il y a une communauté importante, 250 000 Espagnols aussi, au Venezuela. Et donc, surtout, cette révolution propose quelque chose de très intéressant pour nous. Il y a une vision de coopération régionale, c'est-à-dire que ce n'est pas un pays qui exclut l'autre, ou ce n'est pas un pays qui voudrait faire juste du business. En fait, ils essayent de vraiment développer la région et de proposer un modèle de développement humain aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on va aussi entendre oui, mais il y a beaucoup de pauvres, ou il y a de plus en plus de pauvres parce qu'il y a des problèmes économiques à cause de l'inflation, etc., alors il ne faut pas perdre de vue que à Cuba, au Venezuela, au Nicaragua, dans ces pays, il y a un autre modèle de développement qui est en cours, qui est un modèle de développement humain, qui va intégrer d'autres indicateurs. Et donc c'est très pionnier pour moi, c'est-à-dire que les Nations Unies aussi ont, à un moment donné, considéré
que les indicateurs traditionnels qui diraient que voilà, la société elle va bien quand il y a beaucoup de richesses qui sont produites, le PIB, ben, c'est pas ça. Il peut y avoir beaucoup de richesses produites dans un pays, mais avec beaucoup d'inégalités. Et donc, préserver les droits comme le droit à l'éducation, à la santé, au logement, etc., pour des populations historiquement exclues, c'est quand même très important. Et donc, voilà. Voilà, alors j'ai un deuxième invité surprise peut-être, Régis, parce que je me disais un truc, si c'est le moment d'en parler, sur la résistance du chavisme, parce que vous voyez qu'il dure depuis quand même plusieurs années, je pense que c'est de là que vient cette résistance quelque part. On ne peut pas s'attaquer au Venezuela pour le moment parce que ça fait 20 ans que ces politiques sociales donnent au moins quelques fruits. Il y a un pays qui est juste à côté du Venezuela, qui est Cuba, dont l'embargo américain date de bien plus longtemps que ce qu'on vient de décréter maintenant 57 ans. avec le Venezuela, même si, je fais une précision quand même, parce que si on est là pour vous donner quelques informations, le Venezuela, lui, est quand même un pays très dépendant, parce que dans son économie, si j'ai bien lu, 75% du pétrole vénézuélien est acheté Par les États-Unis. par des Nord-Américains. Ouais, c'est ça. Donc il suffit qu'ils ferment les robinets, je veux dire, si les mecs achètent. Donc ils vont avoir un préjudice eux-mêmes, hein, ils en sont capables de perdre de l'argent pour étrangler un pays. C'est peut-être la dernière option. C'est ce qu'ils viennent de décider. Voilà, c'est ce qu'ils viennent de décider, mais s'ils décident ça. Il y a 8 jours, ils viennent de décider un embargo clair sur le pétrole vénézuélien. Donc ils ont essayé les méthodes de guerre, comme il disait Romain Mingus, guerre de basse intensité, mais si ça ne marche pas, bah, tant pis, on va perdre de l'argent, et puis voilà, on verra combien de temps ils tiennent, quoi. C'est ça un embargo aussi. Hein. Alors pourquoi est-ce que, j'ai envie de poser la question comme ça, mais Régis, qui est un connaisseur de Cuba et qui est le président de l'association France-Cuba Lille Métropole, donc il est bien placé pour peut-être nous faire une comparaison, je sais pas, tu connais bien le site Venezuela, les raisons de la résistance cubaine pour un embargo aussi long. Moi, je voudrais d'abord revenir sur ce que dit Migus, là, à un moment donné. Quand la journaliste demande comment on va s'en sortir, il est dit il y a deux possibilités, ou on négocie, ou c'est la guerre ouverte, quoi. Alors, ce qui me fait penser à ce qui se passe au Nicaragua, parce qu'il y a eu, il y a 2 ans, et encore l'année dernière, des heurts importants, avec des morts, et avec des contre-révolutionnaires qui sont vraiment armés, et qui ont fait vraiment des actions terroristes et qui ont tué des gens. Et on pouvait penser, il y a 1 an, que ça pouvait encore s'aggraver. Or, il y a une situation actuelle où il y a une discussion entre le gouvernement et puis l'opposition, autour d'une table de négociation, et toutes les semaines, enfin même plusieurs fois par semaine, ils se réunissent, et on a régulièrement l'information par le gouvernement du Nicaragua de l'évolution des négociations. Alors, ce qui se passe bien sûr au Venezuela, mais actuellement, on n'est pas dans cette phase-là, mais comme sortie de crise, il faudra bien trouver une solution, et on peut imaginer que ça puisse exister. Moi l'analyse que je fais, c'est que actuellement les États-Unis, comme il a été dit, ne se cachent même plus, ils sont même plus derrière des guignols et tout ça, ils y vont directement. Pourquoi? Parce que le rapport de force aussi en Amérique latine a changé. Avec le groupe de Lima, on a plusieurs pays qui sont maintenant dirigés par la droite, réactionnaire, et le camp progressiste a quand même un peu fondu par rapport à il y a quelques années où il y avait le Chili avec Bachelet, il y avait l'Équateur avec Correa, il y avait Lula et après Dilma Rousseff au Brésil. Tout ça, c'est des pays. Alors, le Brésil qui fait quand même la moitié de l'économie de l'Amérique latine. Hein. Tout ça, ça crée une situation dans laquelle l'impérialisme se sent plus fort. De là, d'ailleurs, la décision de Maduro de se retirer de l'Organisation des États américains. Parce que vous savez que le président des États américains, c'est l'ancien ministre des Relations étrangères, des Affaires étrangères de l'Uruguay.
qui était d'accord à un moment donné avec Mujica, quand il était Pepe Mujica, quand il était président de l'Uruguay. Et puis lui a retourné sa veste et il est devenu, les États-Unis l'ont acheté, et il est devenu président de l'Organisation des États américains. Organisation dans laquelle Cuba n'a jamais été depuis la Révolution. Et le Venezuela vient maintenant de se retirer. Il dit c'est plus tenable, il trahit tout. Almagro, hein, c'est Almagro qui s'appelle, Luis Almagro. Et donc lui est soutenu directement par les États-Unis. Il faut voir, on a je ne sais pas combien de dizaines et dizaines de signatures. Les gens, après quelques discussions pour certains, et d'autres, ils signé la pétition. Ça veut dire que la campagne médiatique contre Maduro et le gouvernement bolivarien du Venezuela, elle a bien sûr un impact, mais c'est peut-être possible en expliquant, mais on n'a pas les mêmes forces, et puis on ne passe pas non plus aux médias comme on devrait passer pour rétablir la vérité. Voilà un petit peu, bon, on n'est pas dans une position facile, et le Venezuela, bon, je ne sais pas si vous avez vu peut-être dans le monde diplomatique de je ne sais plus quel mois, où on voit la carte de l'Amérique latine en 2009 et celle en 2019, et on voit les pays en bleu qui sont réactionnaires et en rose qui sont plus ou moins progressistes, et puis il faut voir le changement, enfin, en 10 ans, il y a eu un recul du poids des forces progressistes et des gouvernements progressistes. Bon, ceci dit, plus bas, vous avez vu les déclarations, à chaque fois c'est le soutien à Maduro, hein, clairement, du gouvernement, du Parlement cubain. De toute façon, il y a des intérêts économiques entre les deux pays, et puis ce que Fidel Castro et Chavez ont créé avec l'ALBA en 2004, il faut que ça continue. Et donc, dans l'intérêt des peuples d'Amérique latine et centrale, puisque bon, le Nicaragua fait partie de l'ALBA. Alors, bien sûr, on déplore le départ de l'Équateur, puisque à notre retraite, il n'y a pas qu'Almagro. Il y a autre chose qu'on sait peu aussi, c'est le fait que la Colombie, qui est la principale dictature de l'Amérique latine, qui est aussi le bras armé direct des États-Unis dans le sous-continent, qui est directement frontalier avec le Venezuela, vient d'entrer, parce que là, l'agression économique, la guerre économique, effectivement, s'est intensifiée ces derniers mois, mais il y a aussi une entrée de la Colombie dans l'OTAN, avec 18 bases militaires US sur le territoire. Donc là, on est vraiment aux frontières. Donc là, on est à la limite de l'agression militaire, quoi. Hein. Je veux dire, c'est vraiment la base armée et le pays par lequel ça arrivera s'il faut que ça arrive, quoi. Et que l'OTAN, au départ, c'était l'Europe, il y avait une fonction anti-soviétique, etc. Mais maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et l'OTAN, ça devient maintenant, tout le monde peut, enfin, tous les serviteurs les plus zélés des États-Unis et de l'Europe vont rentrer dans l'OTAN, il n'y a aucun souci, quoi. C'est juste une façon d'officialiser l'implantation militaire là où c'est nécessaire, quand il faut faire les gendarmes. Et c'est vrai que ça s'inscrit dans une contre-révolution, une contre-offensive, avec le putsch, le coup d'État déguisé au Brésil l'année dernière, le fait que ce soit passé de la même façon un peu en Équateur, et qu'il y a une vulnérabilité peut-être de gouvernements qui avaient vu comment dire, voilà, une volonté de sortir du carcan libéral dans lequel on impose justement les pays du Sud, et qui constitue un espoir, comme tu disais, hein, le fait que Chavez est une figure révolutionnaire partout, y compris en Palestine. Enfin, on voit un peu les enjeux très internationalistes. Hein. Il faut réapprendre ce que ça veut dire que l'internationalisme, mais quand on voit qu'il y a des figures comme ça aussi emblématiques aux quatre coins du monde dans l'hémisphère sud, c'est qu'il y a aussi un intérêt très 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 large à virer Maduro aujourd'hui, quoi.